Vous parliez de l'État d'Israël. Je me souviens de la position qu'Alain Soral vous avait attribuée de sioniste par votre regard sur le comportement des Israéliens à l'égard des Palestiniens. Qu'est-ce que vous répondez à ce type d'attaque qui vous accuse de sionisme par défense parfois de l'attitude israélienne envers les Arabes? Alors, j'ai déjà répondu, j'ai fait une longue vidéo pour répondre à l'époque, mais je ne connaissais pas encore bien Ali Soral, maintenant je vois qui c'est, alors je dis que Ali Soral, et il s'appelle Bonnet, hein, Alain Bonnet, dit Alain Soral, que j'appelle Ali Soral. Vous savez, comme Ali Juppé, je trouve que ça lui va bien. C'est un dhimmi marxiste et ottomane, immigrationniste, antiraciste, c'est un agent de subversion au service de l'islam, c'est un traître à la nation, un ennemi de la France. Bon. Donc ce personnage est absolument ignoble, il vient de faire l'apologie, enfin l'éloge en termes plus ou moins configurés, ou plutôt embirlificotés de la pédophilie en général et du pédophile de Matzneff en particulier. C'est ignoble, comment peut-on soutenir un type aussi immonde? Bon, alors revenons à Israël. Les Juifs n'avaient aucun droit sur la terre de Palestine, ils ont conquis cette terre, et ils ont écrabouillé, ils sont encore en train d'écrabouiller de plus en plus fort les Palestiniens, qui étaient les maîtres, les autochtones de ce territoire. Bon. Mais c'est le fait accompli. Moi je dis simplement, écoutez, la paix dans le monde suppose le fait accompli. Bon, écoutez, ça c'était 1948. Qu'est-ce qui s'est passé en 1945 ? On a privé l'Allemagne d'une grande partie de son territoire historique. Silésie, Poméranie et les Sudètes, qui étaient peuplés depuis au moins 1000 ans par des Allemands. Et on les a chassés dans des conditions épouvantables. Et vous savez que les frontières de la Pologne se sont déplacées vers l'ouest. Et aujourd'hui, ces régions qui étaient allemandes sont peuplées soit de Polonais, soit de Tchèques. Bon. Est-ce qu'il faut accepter le fait accompli? Sinon, il faudrait que l'Allemagne fasse la guerre à la Pologne et à la Tchécoslovaquie, enfin la Tchéquie, pardon, qui n'est plus la Tchécoslovaquie, pour reprendre des territoires qu'on lui a dûment... Donc, les Polonais ont autant de droits sur la Silésie que les Juifs sionistes ont de droits sur la Palestine. C'est le droit de conquête. C'est le fait accompli. Est-ce qu'il faut que nous rendions la France aux Néandertaliens que nous avons exterminés, que nos ancêtres ont exterminés il y a 30 000 ans? Non mais je vous pose la question. Alors vous me direz, il n'y a plus de Néandertaliens. Oui, mais bon, attendez, fausse objection, parce qu'on pourrait cloner un Néandertalien en retrouvant... voilà, et puis... non mais, je veux dire, bon... Est-ce qu'il faut que les Américains rendent aux Amérindiens qui reviennent en Europe en rendant l'Amérique du Nord aux Amérindiens? Ça veut dire, bon. Donc, l'histoire est faite de conquêtes. Bon. Les Juifs sionistes n'avaient aucun droit à l'époque sur la Palestine, ils l'ont pris par la force, et c'est la force qui prime le droit dans l'histoire. Bon. Aujourd'hui, nous avons peu d'intérêt. Soral, Alain Bonnet, Ali Soral, lui c'est un agent des musulmans. Voilà. Alors évidemment, il sert des intérêts étrangers. Moi, je ne m'intéresse qu'aux intérêts français. Bon, la France n'a aucun intérêt. Il n'y a aucune raison d'être pour les Israéliens plutôt que pour les Palestiniens. Je veux dire, bon, le sort d'Israël nous est complètement indifférent. Enfin, complètement, je le retire tout de suite. Je vais dire plutôt que le sort d'Israël m'intéresse autant que celui de la Moldavie ou du Bhoutan. Et ce sont des pays très sympathiques, la Moldavie et le Bhoutan. Bon. Mais ça n'est pas la France. Quant aux Palestiniens, du point de vue moral, effectivement, c'est pitoyable. Ils sont martyrisés par les Israéliens. Bon. Mais que faut-il faire? Rien à faire d'autre que de demander des solutions raisonnables pour que le martyre des Palestiniens soit atténué. Mais ce n'est pas à nous d'entrer en guerre avec Israël, de toute façon nous n'aurions pas les moyens, nous n'avons aucun intérêt dans cette affaire. Il ne faut être ni pour les Palestiniens, ni pour les Israéliens. Et il faut accepter le fait accompli pour qu'il n'y ait pas de nouvelle guerre. C'est tout simple. C'est le réalisme. Le réalisme politique, pour la paix, accepter le fait accompli. Je rebondis sur ce que vous avez dit sur l'affaire Matzneff et la position que vous avez entendue sur la dernière vidéo d'Alain Soral. Qu'est-ce que vous en pensez, à la fois de sa position, puis j'aimerais entendre la vôtre à ce sujet? Écoutez, ma position c'est très simple.
D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui va être en ligne bientôt. Gabriel Massef est un monstre. Une pourriture morale. Ce gars aurait dû être jeté en prison depuis 30 ans. Le scandale, c'est qu'il soit resté impuni pendant 30 ans. C'est un monstre. La pédophilie est un crime au plan moral et c'est toujours un délit. Bon. C'est un délit. Il y a en droit français, et le droit français n'est pas mal, le délit d'atteinte sexuelle sur mineur, actuellement porté à 10 ans de prison. Délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. Bon. À 16 ans, il n'y a plus de délit à l'heure actuelle. Mais 15 ans au moins, délit d'atteinte sexuelle. Et c'est le viol s'il y a contrainte. Bon. 10 ans de prison, ça me paraît convenable, hein. Mais encore faudrait-il que ce fût appliqué. Matzneff, qui n'a peut-être violé personne, a commis le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans sur des dizaines d'enfants. Alors le scandale, c'est que personne, alors qu'il s'en vantait, c'est que personne, le parquet de Paris, le procureur de la République de Paris a porté plainte en janvier dernier, seulement en janvier 2020, à cause du livre de Vanessa Springora qui raconte comment elle a été souillée par Matzneff quand elle avait 14 ans. Mais Matzneff s'en vantait. Il aurait dû être poursuivi, pourquoi? Donc, le premier scandale, c'est que la justice n'a jamais rien fait alors que c'était public. En 1990, émission d'Apostrophe avec Bernard Pivot, ils se vantent de cela. Bon, il n'est pas le seul d'ailleurs. Le juif Daniel Cohn-Bendit s'en est vanté. Frédéric Mitterrand a dit au-dessus de 15 ans, c'est dégoûtant. Ces gens sont répugnants. Il faudrait les jeter en prison. Donc, l'inertie de la justice et l'impunité est un scandale. Mais c'est pas seulement la justice, c'est aussi les parents. Vanessa Springora raconte que sa mère était au courant et qu'elle l'a même jetée dans les bras ou dans les cuisses de Matzneff. C'est la mère qui devrait être en prison. La mère de Vanessa Springora aurait dû être jetée en prison. Elle avait le devoir, en tant que mère, de protéger sa fille. C'est monstrueux, enfin, franchement. Ce pourri de Matzneff a souillé des centaines, en tout cas des dizaines d'enfants. Il est invraisemblable qu'aucun parent, alors on sait au moins que la mère de Vanessa Springora était au courant, mais elle n'était probablement pas le seul, pas la seule. Donc c'est scandaleux que des parents aient accepté ça. Vous voyez. Alors maintenant revenons au cas de Alice Soral, qui est une pourriture morale. Hein. Pourriture morale. Le gars, on a, dans un de ses livres, il s'est vanté de pratiques zoophiles avec un chien, hein, pour vous dire. Comment des gens peuvent-ils suivre une pourriture pareille qui se vante de relations zoophiles avec un chien? Alors qu'il l'ait fait, c'est déjà répugnant, mais qu'il s'en vante par écrit, pornographique et zoophile, c'est répugnant. Et alors? Bon, il faut dire une chose, je l'accuserai pas sans preuve, mais il faut quand même se demander toujours, quand on entend quelqu'un qui défend les pédophiles, si lui-même n'a pas accompli des actes, des pratiques pédophiles. Si ce n'est pas un plaidoyer pour de mots. On peut avoir ce soupçon. Pour tous ceux qui prennent la défense des pédophiles. Vous voyez? Y compris pour les trois Alain. Alain Finkielkraut, qui a défendu Polanski et ensuite Matzneff. Alain de Benoît, alors la pourriture intégrale aussi, alors qui a carrément justifié. Il a même dit dans la revue Éléments, en long, en large et en travers, si j'ose dire, que après tout, c'était moins grave d'être pédophile que de regarder des séries américaines à la télévision. Ah oui, je vous jure. Hein. Lisez, François-Xavier Rochette a écrit dans Rivarol des articles excellents sur le sujet. Alors, pour ce qui est de Soral, il avait fait une première vidéo que j'avais vue, où il disait « Matzneff est mon ami ». Et puis, attention, hein, quand c'est une fille de 12, 13, 14 ans, 15 ans, ce n'est pas de la pédophilie, hein, c'est de l'éphémophilie. Alors, en plus, c'est idiot parce que les faibles, ce sont les jeunes garçons. Mais le gars qui veut excuser les pédophiles commence par dire c'est pas de la pédophilie à partir de 12 ans. Alors moi, je veux bien que ce soit plus grave avant 12 ans qu'après 12 ans. Mais c'est quand même répugnant. Il faut protéger les enfants. Donc, il faut appeler pédophilie ce qui est atteinte à un enfant, et on a un enfant au moins jusqu'à 15 ans. Bon. Donc quand vous voyez quelqu'un qui commence à chipoter, dire « Ah ben non, c'est pas de la pédophilie, c'est de l'éphémophilie », vous voyez qu'il veut excuser, en fait, les choses. Il veut excuser. C'est l'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, quel que soit le terme. Et c'est intolérable et inexcusable. Et passible de la prison, et il faut jeter en prison ces gens-là.
Quand Soral a commencé par dire, donc dans une première vidéo, ah ben, Matzneff est mon ami. Et, enfin, il a justifié, là, les pratiques de Matzneff, il dit, ah ben oui, il a dit, j'ai couché avec la même fille, mais après. Elle m'a montré des lettres d'amour que Matzneff m'a envoyées. Alors, le fait que Matzneff, pour séduire les petites jeunes filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans, leur envoie des lettres d'amour, je ne vois pas en quoi ça l'absout de sa saloperie. Enfin, c'est quand même invraisemblable. Donc, il justifiait la pédophilie en soi, en disant que c'était pas de la pédophilie. Tout ça, c'est des histoires d'amour, très bien. On peut aussi dire, la fille est une pute à 13 ans, donc c'est pas grave. Mais non, c'est une enfant. Et puis ensuite, il savait très bien que Matzneff, c'était d'ailleurs plutôt des petits garçons. Hein. Beaucoup plus de petits garçons que de petites filles. Hein. Bon, alors ensuite, il a fait un article et une vidéo. Alors dans la vidéo, enfin une émission de sa chaîne, il entortille la chose pour essayer de dire « Ah ben non, finalement, je n'ai pas vraiment connu Matzneff, mais écoutez, il faut lire son article, très long article, qui est répugnant. Il présente Matzneff comme une victime. Ce ne sont pas les victimes de Matzneff qui sont des victimes, c'est Matzneff qui est une victime. Victime de lynchage. Matzneff est un monstre, mais Alice Soral est une pourriture intégrale. Comment peut-on justifier et présenter comme une victime cette espèce de saloperie de Matzneff en disant « Oh, le pousse au suicide ». Écoutez, c'est pas moi si Matzneff se suicidait, c'est pas moi qui le plaindrais. Franchement, que ce type crève, franchement, ça ne serait... Il y a 83 ans, d'ailleurs. Bon. Il faut pas écouter l'émission, il faut lire l'article. Écoutez, je vais même rentrer dans les détails scabreux, mais le gars, cette pourriture de Soral vous explique que les pédophiles, c'est pas de leur faute. Alors, je suis obligé d'être cru, hein. C'est parce qu'ils ont un membre sexuel trop petit et qu'ils ont besoin de... Parce que sinon, comme il dit expressément, sinon ils ne touchent pas les bords. Vous voyez, il leur faut une fille de 13-14 ans, sinon ils touchent... Je veux dire, en plus, c'est grotesque sur le plan anatomique, c'est grotesque, mais je veux dire, comment est-ce qu'on peut se répandre dans des obscénités pareilles? Vous voyez? Non, franchement, ce type est tellement abject qu'il est incroyable. Vous savez, c'est une égalité et réconciliation, c'est-à-dire en fait égalité avec les étrangers, c'est la fin de la préférence nationale, réconciliation avec les immigrés comme si nous avions besoin de réconcilier avec les envahisseurs, c'est un mouvement fait pour subvertir les nationalistes, pour leur faire accepter l'immigration. Et c'est une secte dont le gourou s'appelle Soral. Bon, et alors les adeptes de la secte acceptent n'importe quoi. Est-ce que moi, si j'étais dans un mouvement et que je voyais que le gars écrit publiquement ce genre de choses sur la pédophilie, sur Matzneff, qu'il se vante de ses pratiques zoophiles, ben je fuirais en courant. Enfin, écoutez, il faut revenir sur Terre. Vous parliez des émissions de l'apostrophe, on avait entendu Matzneff, on a entendu Daniel Cohn-Bendit. On a aussi cette pétition menée par Jack Lang, qui était dans le journal Le Monde. Cette pétition le texte de la pétition avait été écrite par Matzneff. Et elle a été signée, c'était dans les années 70. Hein. Pardon ? 77, je crois, oui. Oui, elle a été signée par Jack Lang, bien sûr, qui a été accusé de pédophilie par feu Roger Hollande, qui vient de mourir, et qui ne s'est jamais défendu, enfin qui ne l'a jamais attaqué en diffamation. Par Cohn-Bendit, par Frédéric Mitterrand, par plusieurs autres de ce genre, Kouchner aussi, Bernard Kouchner. Ouais. Et par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui étaient des pourritures sur le plan moral. On ressort récemment les témoignages des... Vous savez que Simone de Beauvoir, qui était professeur, et qui était bisexuelle, donc avait des rapports sexuels avec ses étudiantes, et ensuite elle les livrait à Sartre. Ouais. Ces gens-là sont absolument répugnants. Alors, ce qui est intéressant, quand même, je le dis au passage, c'est que c'est vraiment un chapitre sur lequel la majorité silencieuse ne l'est plus, et où nous avons remporté un début de victoire qu'il faut confirmer contre le cosmopolitisme. Parce que la pédophilie, ou plutôt le mouvement de libération sexuelle, c'est-à-dire le mouvement qui vise à livrer les enfants aux vicieux adultes, aux adultes vicieux, c'est l'un des aspects du cosmopolitisme ou de l'idéologie cosmopolitique qui supprime les frontières non seulement entre le peuple et l'extérieur du peuple, enfin les frontières extérieures, mais les frontières morales entre le bien et le mal, entre le vice et la vertu, entre les enfants et les adultes. Et ce n'est pas un hasard si
le principal représentant, le principal porte-parole de la révolution de mai 68, c'est-à-dire le juif allemand Daniel Cohn-Bendit, soit lui-même pédophile. Et s'en est vanté. Il faut voir cette vidéo, je crois que c'est un extrait d'apostrophe, je ne sais plus. Où on le voit, il est répugnant, adipeux, suifeux, et il dit le plaisir qu'on a. Vraiment, mais ce type devrait être en prison. Or, qu'est-ce qu'il est actuellement? Il est le principal conseiller, ou un des principaux conseillers de M. Emmanuel Macron. Qui vient d'ailleurs, entre autres fantaisies, de nous expliquer qu'il ne fallait pas croire que le père soit forcément mâle, soit forcément un homme, enfin un mâle. Quand je pense aux affaires Weinstein, Polanski, Epstein, on remarque... ne soyez pas antisémite. Absolument pas. Attendez, parce que Epstein, Weinstein, Polanski, Woody Allen, Cohn-Bendit, c'est vrai qu'ils sont juifs, mais quand même, hein. Ben ça, n'était pas juif. Hein. Sur un exemple... Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a... On pourrait dire que presque tous les prédateurs sexuels sont juifs, mais c'est pas vrai, il y a quelques exceptions. Comme Matzneff. Bon, en prenant ces exemples de l'actualité, les plus récents, pur hasard, on remarque que, justement, si on fait le lien avec peut-être leur religion, qu'il y a moins de protection tribale aujourd'hui qu'avant, et que... De protection quoi? Tribale. Qu'est-ce que ça veut dire? Une protection de la communauté juive qui pourrait aller, comme on a vu avec Jack Lang, qui n'ont jamais été condamnés, que Polanski est hébergé en France. Aujourd'hui, ça tourne de plus en plus. Non, attendez, deux choses. Premièrement, il faut savoir que l'horreur que m'inspire la pédophilie, c'est un héritage culturel. L'Occident chrétien, et même avant l'Occident chrétien d'ailleurs, n'accepte pas la pédophilie. Voilà. Et veut protéger l'enfance. Ce n'est pas le cas dans la civilisation orientale. Et dans la religion juive qui est orientale, ou dans la religion musulmane, alors, la pédophilie est acceptée dans le mariage. Tout ce qu'on demande à l'homme, c'est d'être marié avec l'enfant, avec la petite fille. Bon. Alors, en pratique, ça veut dire que la pédophilie, hors mariage, n'est pas considérée comme très grave. Bon. Alors que pour nous, occidentaux, français, c'est insupportable. Il y a une différence entre l'enfant et l'adulte. Entre adultes consentants, vous faites ce que vous voulez, et vous ne touchez pas à nos enfants. Bon. Ça, c'est le principe. Mais notre société française, nos sociétés occidentales sont infectées par la psychanalyse du juif Freud. Freud a inventé le complexe imaginaire dit d'Édipe pour salir la famille, pour détruire la famille, pour salir les sentiments d'amour et d'affection entre les parents et les enfants, et pour justifier un inceste pédophile. Et ce que je dis n'est pas dit au hasard. La juive Elisabeth Banater, femme de Robert Banater, a dit, je cite, une bonne mère est à la fois incestueuse et pédophile. Elisabeth Banater, une bonne mère est à la fois incestueuse et pédophile. Mais ces gens-là sont répugnants, qu'est-ce qu'ils font chez nous? Écoutez. Et Françoise Dolto, qui n'était pas juive à ma connaissance, mais en tout cas qui professait la psychanalyse du juif Freud, a justifié la pédophilie au nom du complexe d'Édipe. Donc on a vraiment affaire à une opération de subversion destinée à détruire la famille et les principes qui protègent l'enfance. À justifier la pédophilie. Et même l'inceste pédophile, qui est quand même un cas aggravé, une situation aggravée. Dans l'hypothèse où vos idées arrivent au pouvoir, que feriez-vous des enfants élevés au sein de couples homosexuels? Qu'est-ce que je fais des enfants je veux dire, non, supprimer la filiation qui a été mise en place. La question de... Ah, bien entendu. La filiation, on n'a pas de ça. Enfin, attends, distinguons. Il y a filiation biologique et filiation adoptive. Je suis partisan du droit à la vérité biologique. Un individu a le droit de savoir qui sont ses parents biologiques. Pas d'accouchement sous X. Et pas d'insémination, pas d'anonymat des donneurs de sperme ou des donneurs de gamètes en général. Okay. On a le droit de connaître ses parents biologiques. Sachant que s'il y a don de sperme, ou accouchement d'abandon, à ce moment-là, il faut prévoir, pour éviter la multiplication des avortements, ou pour ne pas réduire à rien les dons de sperme, que le père biologique ou la mère biologique, dans cette hypothèse, soit par exception, et bien que ce soit moralement condamnable, soit légalement délivré de la responsabilité parentale.
mais droit à la vérité biologique. Ensuite, adoption par un homme de sexe masculin et par une femme de sexe féminin. Voilà. Et puis c'est tout. Alors que dans un couple homosexuel, il y ait un père adoptif, je veux bien, mais pas deux. Et pour toutes les adoptions qui ont lieu maintenant, qui sont faites au quotidien, Elles doivent être annulées. et l'enfant, on le placerait où? Je n'ai pas dit qu'il fallait retirer à sa famille d'accueil. Si un enfant issu éventuellement d'ailleurs d'une manipulation, enfin d'une GPA, etc., est dans un couple homosexuel, est-ce qu'on peut appeler ça une famille, une entité homosexuelle, eh bien, sauf s'il y a, alors il faut évidemment voir si tout se passe correctement, mais il faut reconnaître la filiation adoptive de l'un des deux, mais pas des deux. Vous voyez ? On ne peut avoir juridiquement qu'un père et qu'une mère. Vous voyez ? Il faut rétablir la situation normale et naturelle. Donc annuler les filiations, absurdes, les filiations aberrantes. Quelle serait pour vous la place idéale de la France dans la politique internationale? Avec quel pays former des alliances, contre lesquels potentiellement prendre des sanctions? Comment se positionner face à l'interventionnisme et diverses organisations supranationales? Bon, écoutez, vaste sujet. La France doit redevenir souveraine d'abord, ce qu'elle n'est pas actuellement. Elle doit sortir de l'OTAN, elle doit sortir de l'Union européenne, bien sûr, le Frexit-Mexit, comme je l'ai souvent dit. Il faut qu'après le Brexit, nous ayons le Frexit. Donc la France doit recouvrer son indépendance, sa souveraineté. Elle doit tisser les meilleures relations du monde avec ses voisins. Nous ne voulons pas annexer la Belgique, encore que ce serait souhaitable, mais ce n'est pas un sujet d'actualité. Nous voulons faire la guerre avec personne à proximité, ni loin, mais nous devons surtout nous défendre de trois dangers. Le plus important, en fait, c'est pas celui auquel on pense, c'est l'impérialisme américain, qui est insupportable, qui s'applique dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine commercial, dans le domaine juridique, dans le domaine intellectuel, dans le domaine culturel. Et pour cela, oui, c'est vrai, il faut se rapprocher de la Russie. Il faut se rapprocher de la Russie pour établir un équilibre à l'égard des États-Unis. Deuxièmement, c'est plus original de le dire, il faut combattre la superstructure mondiale. C'est un concept que j'ai inventé pour décrire une réalité quotidienne qui n'avait pas de nom. La superstructure mondiale est formée par tous les organismes dits internationaux à tort, qui sont faits anationaux. Ce sont des bureaucraties apatrides. Le premier d'entre eux étant évidemment l'ONU, auxquels sont rattachés toutes sortes d'organismes, comme l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation météorologique mondiale, le fameux GIEC, qui est une émanation de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, le FMI, la Banque mondiale, et ainsi de suite, l'OCDE, et puis toutes les ONG. Ça fait une galaxie d'organisations. Un réseau connecté, solidaire, qui sert de bras armé à la superclasse mondiale. Voilà, donc la superstructure mondiale, c'est fondamental, et il faut refuser, il faut la combattre. Elle existe, il faut la combattre, ce qui implique notamment, sur le plan juridique, de refuser la supériorité des normes étrangères sur la loi française, mais surtout, il faut sortir de tous ces pactes qui sont fabriqués par cette superstructure mondiale, les uns après les autres. En dernier lieu, le pacte de Marrakech, signé par l'infâme Macron en décembre 2018. Le pacte de Marrakech qui, en fait, incite les pays signataires à ouvrir leurs frontières et à se livrer à l'immigration. C'est la superstructure mondiale. À l'époque, c'était en 1992, c'était un certain Maurice Strong, homme lige de David Rockefeller,
qui nous a imposé le bobard climatique. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut savoir que la théorie du réchauffement climatique causé par l'homme est un bobard, fabriqué par des lysenkistes, c'est-à-dire des disciples lointains de Trofim Lysenko qui utilisent la science à des buts idéologiques, à des fins idéologiques. Et on nous a imposé ce bobard, avec des conséquences désastreuses sur l'économie, à partir de 1992, du sommet de Rio, organisé par Maurice Strong, secrétaire général adjoint de l'ONU. Et c'est extraordinaire. Les pays théoriquement souverains se couchent devant cette superstructure mondiale, devant le GIEC. Ce ramassis de faussaires de la science. Donc il faut faire comme l'a fait d'ailleurs très bien Donald Trump, sortir de l'accord de Paris sur le climat, sortir de tous ces accords internationaux, les uns après les autres. En commençant d'ailleurs peut-être par la Convention de Genève 1953, je crois, sur les réfugiés, qui nous oblige en théorie, et qui donne un droit à des étrangers à venir en France. C'est absolument hallucinant. Donc, dénoncer, d'une part, établir en principe que, donc en modifiant l'article 55 de la Constitution française, que la loi française est supérieure à toute norme étrangère, non française, et parallèlement, bien que cette première mesure soit théoriquement suffisante, dénoncer les uns après les autres tous ces accords qui portent atteinte à notre souveraineté et qui nous font entrer dans le système idéologique de la superclasse mondiale et derrière elle de la structure mondiale et derrière elle de la superclasse mondiale. Et le troisième danger, c'est évidemment l'islam, mais c'est un danger relatif, circonscrit à quelques zones terroristes, dans le Sahel ou autrefois en Syrie. Ce n'est pas le plus grave danger. Ce n'est pas le plus grave danger. Donc, il faut agir évidemment avec vigueur, mais sans s'affoler. Vous êtes souverainiste. On est aujourd'hui au jour du Brexit en Angleterre. Est-ce que sortir de l'Europe pour vous est une question essentielle comme elle pourrait l'être pour un François Asselineau ? Ou est-ce qu'elle arrive après redéfinition de l'identité française, de qui on est ? Écoutez, aujourd'hui, 1er février 2020, c'est un grand jour, puisque... Grand jour pour les nations. Un grand jour pour les nations, puisque la superclasse mondiale, les européistes, donc la superclasse mondiale, ont perdu la guerre, en tout cas ont perdu une bataille décisive contre les peuples, puisque après 3 ans de tergiversation, elle n'a pas réussi, l'oligarchie cosmopolite d'Angleterre n'a pas réussi à empêcher le Brexit. Il a quand même fallu 3 ans. Hein. Bon. Je vous rappelle que chez nous, nous avons eu l'inverse, c'est-à-dire que nous avons voté en 2005, nous avons voté contre la Constitution européenne, et l'infâme Sarkozy l'a fait adopter, sous la forme du traité de Lisbonne, par le Parlement. C'est-à-dire ce qui a été refusé par le peuple a été adopté par le Parlement français. C'est une honte, c'est une forfaiture. Bon. Et donc les Anglais ont été sur ce plan meilleurs que nous, mais ils ont eu du mal. Hein. Il a fallu quand même 3 ans, 3 ans et demi et Boris Johnson pour y arriver. Et comme on va voir que contrairement aux vaticinations catastrophistes, en fait l'Angleterre va sortir beaucoup mieux après le Brexit qu'avant, eh bien, malgré les mensonges qu'on nous a racontés pour nous dire que ce serait une catastrophe, ça donnera, j'espère, l'envie au peuple des autres pays de l'Union européenne de sortir de ce carcan. Alors vous me dites que l'ordre des priorités. L'ordre des priorités, politiquement, c'est d'abord de modifier l'article 55 de la Constitution pour établir la supériorité de la loi française sur toute norme étrangère. Ça, c'est vraiment la priorité. Bon. Et c'est ce qui permet à la fois de défendre la souveraineté. En fait, la souveraineté sera rétablie de cette manière-là. Hein. Et ensuite, le Frexit pourra venir ensuite. Il faudra le faire. Mais déjà, avec cette mesure-là, la France pourra avoir une politique de réimmigration pour que, à raison de 200 000 départs par an, enfin 200 000 de seuls négatifs, c'est-à-dire 200 000 de départs de plus que d'entrées,
nous réduisions progressivement la population halogène. Immigrés, inassimilables et inassimilés, inassimilables. Alors François Asselineau, qui est talentueux lorsqu'il s'agit de l'Union européenne, est un zozo cosmopolite qui a dit « Nous, les Français, nous sommes plus proches des Maliens que des Lettons ». Alors je peux vous dire, allez en Lettonie, visiter Riga, qui est une ville allemande en fait, vous verrez que les Lettons sont tout à fait proches de nous. Ils parlent une langue indo-européenne, mais très éloignée de la nôtre, mais on se sent en Occident. Hein. On est dans un pays occidental comme le nôtre. On est dépaysé, c'est l'intérêt des voyages d'ailleurs, mais on ne se sent pas perdu dans un pays exotique. Non, donc il est complètement absurde de dire que les Maliens, de race congoïde, de langue bambara ou chenufo, soient plus proches de nous que les Lettons, sous prétexte que beaucoup parlent français. Ce n'est pas le principe de Guillaume de Humboldt est faux, ce n'est pas la langue qui fait l'identité. La langue peut être une expression d'identité, mais ce n'est pas le fond de l'identité. Le plan de Trump pour Israël, qu'est-ce que vous en pensez ? Le plan de Trump pour Israël consiste à avaliser le programme de l'extrême droite israélienne représenté par Netanyahou. Alors, au premier abord, c'est évidemment une double opération électorale. Il s'agit de permettre à Netanyahou de gagner les prochaines élections en Israël, et de permettre à Trump d'avoir complètement acquis à lui tous les PAC, la coterie judéo-israélienne des États-Unis, très puissante, pour assurer sa réélection en novembre prochain. Lisez sur ce sujet le livre de Mersheimer et Holt, qui s'appelle en français le lobby pro-israélien et la politique étrangère des États-Unis, qui s'appelle en anglais Jewish Lobby and etc. Bon, le lobby juif, la coterie juive. Donc c'est un plan à but électoral qui consiste en fait à donner un habillage légal au rapport de force établi par l'armée israélienne. Bon. C'est le cas de dire que la force prime le droit. La force prime le droit. C'est-à-dire que les juifs sionistes n'avaient aucun droit à prendre la Palestine. C'est en 1948. C'est évident. Ce n'est pas parce qu'on se réclame, selon sa propre religion qui n'est pas celle des autres, du droit qu'on aurait sur un pays qu'on a le droit de le prendre. D'ailleurs, si l'on veut rentrer dans les détails, il faut dire que c'est même contraire au judaïsme, car dans le judaïsme actuel, les Juifs ne doivent revenir en Palestine que lorsque le Messie sera revenu. Donc les Juifs orthodoxes, les vrais Juifs orthodoxes, refusaient le principe du sionisme. Mais ils s'y sont ralliés ensuite pour des raisons de fait. Alors en réalité, si vous voulez entrer dans les détails encore plus loin, ce sont les Juifs sabbatéens qui pensent que Sabbatai Zevi, qui a vécu au XVIIe siècle, était le Messie, qui eux pouvaient considérer effectivement que puisque le Messie était revenu, ils avaient le droit de revenir. Mais bon. Alors c'est encore plus énorme, parce que quand on a lu Shlomo Sand, comment le peuple juif fut inventé, on sait que les Juifs ne sont pas des Juifs. Shlomo Sand d'ailleurs n'a fait que reprendre des idées qui avaient été exprimées par Ernest Renan au XIXe siècle, ou avant lui par Arthur Kessler. Les Juifs séfarades, dits séfarades, sont en fait les berbères judaïsés. Les Juifs ashkénazes sont en fait des Turcs khazars judaïsés. Donc les Juifs actuels ne descendent pas des Juifs de l'Antiquité. Alors qui descend des Juifs de l'Antiquité? C'est très simple, il n'y a jamais eu d'exil. Après la chute du temple de Jérusalem, l'idée que les Juifs auraient été expulsés de Palestine après la chute du temple de Jérusalem était une plaisanterie. Ils sont restés sur place. Il n'y a jamais eu de grand remplacement en Palestine. Donc les Palestiniens sont les descendants des Juifs de l'Antiquité, convertis au christianisme et ensuite à l'islam. Les autochtones de la Palestine sont les Palestiniens, et pas les Khazars ou les Berbères.
Il y a bien eu un grand remplacement en Palestine, mais en 1000 ans avant Jésus-Christ, quand les Israélites sont arrivés, ont exterminé les Cananéens et autres peuples autochtones. Donc, ils n'avaient aucun droit. Mais ils ont pris cette terre. Ils ont conquis ce territoire. La conquête, historiquement, crée le droit. La force prime le droit, et la conquête crée le fait accompli. Donc il faut accepter le fait accompli. C'est ce que fait le camarade Trump en donnant en fait tous les droits aux Israéliens. Bon, alors, son plan consiste à créer un État croupion qui n'aurait même pas tous les attributs de la souveraineté, qui serait réduit de 30% par rapport à la Cisjordanie actuelle, qui ne serait pas d'un seul tenant, il n'y aurait pas de continuité territoriale, il serait morcelé, qui n'aurait même pas de continuité d'accès à la mer ni d'accès à la Jordanie. Et donc, c'est encore une fois une manière de donner un habillage pseudo-légal au rapport de force, c'est tout. Alors, ça ne crée pas, ça n'est pas un bon plan, parce que ça ne crée pas la paix, ça ne peut pas créer la paix. Les Palestiniens, évidemment, l'ont refusé. Comment l'acceptent-ils ? Et donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? D'abord, je pense que si on voulait établir une situation à peu près correcte, alors là, je suis en pleine hypothèse d'école, évidemment, hein, je ne suis pas M. Trump. Et d'ailleurs, même si j'étais M. Trump, je ne pourrais pas faire ce que je voudrais, parce que je serais bien obligé de tenir compte de la situation politique intérieure en France, aux États-Unis. D'abord, il faudrait cesser de dire que Gaza fait partie de la Palestine. Gaza est complètement séparé territorialement, donc il faudrait donner l'indépendance à Gaza. Dire Gaza est un État indépendant. Voilà. Sachant que l'Égypte n'en veut pas. Hein. Donc Gaza est indépendant. Et puis deuxièmement, il faudrait maintenir une continuité entre la Cisjordanie et la Transjordanie, la Jordanie actuelle. Car on dit qu'il faut créer un État palestinien, mais cet État palestinien existe déjà. Il s'appelle la Jordanie, où les Palestiniens sont majoritaires. Alors il se trouve que ce sont les Bédouins qui exercent le pouvoir et qui sont très minoritaires. En fait, idéalement, s'il fallait une intervention extérieure, il faudrait imposer un régime démocratique palestinien à la Jordanie, et puis que la Jordanie réannexe la Cisjordanie. Voilà, c'est ça la solution. L'État palestinien et la Jordanie. Alors, resterait évidemment à définir les contours de la Jordanie sur la partie occidentale du Jourdain. Donc, la morale n'est pas le droit, les Palestiniens sont un peuple martyr, la Nakba, c'est la Shoah des Palestiniens, ils ont été en partie exterminés par les juifs sionistes et chassés. Mais aujourd'hui, ils sont abandonnés par tous. Ils n'ont pas réussi leur installation au Liban, ils sont rentrés en conflit avec les autres communautés libanaises. Et aujourd'hui, ils sont abandonnés par les Arabes, donc plus personne ne s'intéresse aux Palestiniens. C'est peut-être triste sur le plan moral, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? L'histoire est malheureusement faite de tragédies de ce genre. Hein. L'histoire des peaux rouges en Amérique est triste, hein, il y a eu une quantité de massacres. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Pleurons, on peut pleurnicher sur le sort des Palestiniens, mais je n'y peux rien, vous n'y pouvez rien, nous n'y pouvons rien, et ce n'est pas notre affaire. Pour notre prochaine vidéo, nous allons recevoir le professeur Olivier Tournafont, royaliste. Qu'est-ce que vous pensez des royalistes et de cette idéologie ? Alors d'abord, je pense beaucoup de bien à Olivier Tournafont, qui est un ami fort sympathique, que j'ai nommé patron d'émission à Radio Courtoisie du temps où j'étais président entre 2006 et 2017, avant de créer Radio Athéna, quand j'étais obligé de partir de Radio Courtoisie. Alors écoutez, le royalisme, je m'en suis expliqué dans une vidéo que je vous conseille encore sur ma chaîne YouTube Henri de Lesquen, qui s'appelle « Oublier Maurras ». Bon, je parle de Maurras, mais donc du royalisme. La réponse qu'il faut faire au royalisme, c'est très simple. C'est celle du sage Solon. Alors, je ne prétends pas être un des 7 sages de la Grèce comme le sage Solon, mais répétez ce qu'il a dit. On lui a dit quelle est la meilleure constitution ? Et le sage Solon a répondu dites-moi d'abord pour quel pays, à quelle époque ? Bon. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il faut rétablir la monarchie ? Mais soyons sérieux, regardons autour de nous. Vous voyez une monarchie qui sauve les apparences ? Même les apparences, la monarchie, écoutez.
la monarchie britannique. Vous voyez ce que ça donne? Le prince Harry, le prince Andrew, alors je ne sais plus lequel des deux était complice du satyre Epstein. C'est Andrew, je crois. Hein, Andrew. Ou Harry, enfin l'un des deux. Un des deux. Enfin, c'est pitoyable. Alors ne parlons pas de Philippe VI, que ces crétins de journalistes appellent Philippe VI, comme s'il fallait m'appeler Philippe II, Philippe II, le roi actuel de l'Espagne, qui n'a même pas voulu une cérémonie religieuse pour son intronisation. Il n'y a pas eu de sacre, donc. Et qui n'a rien objecté à rien, même pas au mariage homosexuel. Bon. Donc je vois pas une monarchie qui vaille la peine d'être défendue actuellement en Europe. Le problème de la société actuelle, en France comme dans les autres pays occidentaux, c'est l'oligarchie cosmopolite qui écrase le peuple. C'est la fausse démocratie. Donc ce qu'il faut, c'est pas chercher à créer un monarque, à instituer un monarque qui serait l'otage de l'oligarchie. C'est de rétablir la démocratie. Donc ça suppose une modification des règles constitutionnelles, ça suppose de porter au pouvoir des partis populistes, et ça suppose ensuite d'établir le référendum d'initiative populaire, ça suppose de modifier le système électoral pour que toutes les tendances soient représentées. Ça suppose beaucoup de choses, ça suppose d'abolir les lois qui portent atteinte à la liberté d'expression. Voilà. Donc le sujet actuel n'est pas du tout de rétablir la royauté, qui n'apporterait pas de la solution, mais de rétablir la démocratie. Nous sommes dans une démocratie d'apparence, dans une pseudo-démocratie. Et d'ailleurs, il y a une preuve définitive de l'absurdité de la revendication royaliste, c'est que imaginez que nous soyons en monarchie, aujourd'hui en France en 2020, 1er février 2020, et que par le hasard de la naissance, Emmanuel Macron soit roi. Mais il a quoi? Il a 40 ans. Il serait roi pour 40 ou 50 ans. Mais la France serait morte avant lui. Vous vous rendez compte? On ne pourrait pas se débarrasser de lui, puisque ce serait une monarchie. La France serait morte avant lui. Vous vous rendez compte? Donc non, il faut que le peuple puisse changer le gouvernement, ce qui est le principe de la démocratie. Alors cela dit, il faut reconnaître qu'en général, les royalistes sont des gens bien intentionnés, bien inspirés, qui aiment les traditions, mais qui se font beaucoup d'illusions sur l'ancien régime. Hein. Jusqu'où va-t-on descendre? Malheureusement, j'espère que ça va s'arrêter, mais il y a une loi de dégradation par étapes des présidents de la République française depuis De Gaulle. Pompidou, contrairement à ce qu'on pense, est une calamité. J'ai fait un article en ligne sur lesquin.fr qui s'appelle « Les 10 crimes de Georges Pompidou », notamment la loi Pleven du 1er juillet 1972, qui a mis fin en réalité à la République pour créer à la place l'État cosmopolite. Giscard d'Estaing a continué la décadence avec la terrible loi Simone Veil sur l'avortement, la Shoah des enfants français. Aujourd'hui, on est à combien 10 millions quasiment d'enfants tués dans le ventre de leur mère. La pornographie, entre autres. François Mitterrand, n'en parlons pas. François Mitterrand a continué à baisser la France. Enfin, au moins, il avait résisté pour le Veldiv et la religion de la Shoah. Mais en 2005, avec Chirac, que nous avons eu, la religion de la Shoah est devenue religion officielle. En 2005, en 1995, lorsqu'il a fait son discours sur le Veldiv. C'était en 1995, et d'ailleurs, nous avions, depuis 1990, la loi Guesso qui a fait de la religion de la Shoah la religion officielle de ce qui est dénommé République française. C'est une loi qui protège contre le blasphème et l'hérésie la religion de la Shoah. Et je vous signale que j'ai été condamné moi-même, je vais maintenant devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour avoir simplement dit que Simone Veil se portait bien. C'était 2 ans avant sa mort, et j'ai dit ceci dans un tweet. La plantureuse Simone Veil, rescapée de la Shoah, est âgée de 88 ans.
Point. À ma connaissance, elle va bien. Point. Ouais, fin de citation. 3 000 € d'amende pour contestation de crimes contre l'humanité. Alors j'ai beau chercher, je ne vois aucune contestation de crimes contre l'humanité. Alors on m'a dit, on m'a dit, c'est écrit dans le jugement de la Cour de cassation, que les guillemets étaient révisionnistes, parce que j'avais mis rescapé de la Shoah entre guillemets. Ça ne voulait pas dire que j'exprimais le moindre doute. Les guillemets antisémites. Ça voulait dire, les guillemets révisionnistes, ça voulait dire simplement que parce que normalement on devrait dire ancienne déportée, mais dès qu'il s'agit d'une juive, elle accède à une dignité supérieure, elle n'est plus simplement ancienne déportée, elle est rescapée de la Shoah. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire que je contestais quoi que ce soit. Ça veut dire que je donnais le qualificatif qui est donné dans le journal. Lorsqu'elle est morte, tout le monde a écrit Simone Veil, rescapée de la Shoah. Bon. 3 000 € d'amende, j'espère que j'obtiendrai satisfaction devant la Cour européenne des droits de l'homme. Bon. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Il n'y a aucune contestation de crime contre l'humanité dans ce que j'ai dit. Rien. Donc la France, à chaque président de la République, ça va un peu plus loin. Donc je vais parler de Chirac. Après Chirac, nous avons eu Sarkozy qui a continué à enfoncer la France, puis Hollande, et maintenant, le pire, c'est quand même Macron. Macron est quand même quelqu'un qui, à la campagne électorale déjà, avait parlé de crimes contre l'humanité pour la colonisation, et qui a dit qu'il n'y avait ni culture française ni art français. Qu'on ait pu les lire, ça prouve à quel point les médias cosmopolites avaient fait sa propagande en occultant toutes ces gaffes et toutes ces horreurs. Bon. Alors aujourd'hui, c'est plus possible. Maintenant qu'il est au pouvoir, il passe son temps à sortir des âneries plus grosses que lui, ou des outrances scandaleuses. Et d'ailleurs, son gouvernement, sa gestion brille par l'incompétence totale. Cette réforme des retraites est ni faite ni à faire. Enfin, je veux dire, c'est fait en dépit des bons sens. Non, il est incapable d'exercer véritablement le pouvoir. Bon. Donc, aujourd'hui, c'est simple. Macron est un ennemi de la France. Macron est le fondé de pouvoir de l'oligarchie cosmopolite qui veut détruire la France. Et donc, il faut se dire pour les prochaines élections, TSM, tout sauf Macron. Voilà. Donc, je ne critique plus Marine Le Pen comme j'ai pu le faire auparavant. J'ai cessé d'ailleurs de la critiquer le soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Dans l'état actuel des choses, comme c'est elle, vraisemblablement, qui affrontera Macron, mais les choses peuvent changer, évidemment. D'ici 2022, il peut se passer des choses. Mais dans l'état actuel des choses, les sondages actuels prévoient un deuxième tour, second tour de la présidentielle, Macron, Marine Le Pen comme en 2017, réédition. Et dans ce cas-là, je pense que Marine Le Pen a des chances de gagner et qu'il faut tout faire pour qu'elle gagne. Merci Henri de Lesquen d'avoir accepté cette entrevue. Merci cher monsieur.